On l'a appris ce matin, le corps retrouvé il y a 10 jours dans la Loire est bien celui de Bernard Algret, alias Bernard le Nantais, une figure des nuits chaudes brestoises qui avait disparu à Bénodet il y a 4 mois. D'après les premiers examens, il aurait été torturé avant de mourir, probablement des suites de ses blessures. Si le milieu français s'organise principalement autour de l'axe Paris-Lyon-Marseille, Nantes se pose en capitale malfrate de l'Ouest. Tradition maritime oblige, ses représentants tournent leur regard vers le large, d'où arrivent les marins assoiffés, en mal de femmes. Pour les accueillir, les voyous locaux ont multiplié les maisons closes d'abord, les bars à hôtesses ensuite, jusqu'à en faire la grande spécialité locale. Une spécialité alimentée par le butin de quelques gros braquages restés célèbres. Ces bars vont être le pivot du milieu nantais, blanchissant son argent sale et faisant de leurs propriétaires occultes le petit Alain, Chamard, Dédé, d'honnêtes commerçants. On trouve plus d'affaires de banditisme autour de Brest et de Nantes que de Rennes à l'origine. C'est pas du tout le même type de population. Nantes, c'est une ville qui a été longtemps partagée en deux. C'est-à-dire, il y a une grande bourgeoisie qui a fait sa richesse il y a un siècle et demi ou deux, un peu plus de deux, avec la traite, comme Bordeaux. Bordeaux et Nantes. Deux villes qui se sont enrichies pendant près de 3 siècles avec l'esclavage des Noirs d'Afrique à destination de l'Amérique. Et puis de l'autre, c'était une ville industrielle avec les chantiers navals, la métallurgie, etc. Jusqu'avant la guerre, ça a été un grand port, quoi. Et comme tous les grands ports, c'était un grand port de commerce, c'est un endroit où on fabriquait des bateaux. Tous ces chantiers navals se sont déplacés à Saint-Nazaire. Mais auparavant, on lançait des navires. Et il y avait à la fois des dizaines de milliers de métallurgistes qui travaillaient ici, d'un côté, et de l'autre, aussi des marins. Nantes, c'est une ville portuaire et les bars de nuit, c'est un peu une tradition de tous les grands ports. Lorsque les bateaux font escale, les marins, il leur faut de quoi partir en bordée. Et les bordées à Nantes, c'était souvent les bars de nuit. Ils ont poussé comme des champignons le long du quai de la Fosse. C'est ce boulevard qui longe la Loire. Lieu d'arrivée des bateaux, le quai de la Fosse, surnommé par les Nantais le quai de la Fesse, accueillait déjà avant-guerre les bordels de la ville. Après-guerre, les maisons se transforment en bars américains, comme on les appelle à l'époque, et entérinent la réputation de la ville. Dans tous les films populaires, on parle du quai de la Fosse, de René le Nantais, de Lulu le Nantais. Donc effectivement, il y a eu une effervescence délinquante pendant toute une période. Notamment à partir des années 60, lorsque de nouvelles figures débarquent sur le quai. Alors le milieu nantais a peut-être une particularité par rapport au milieu de d'autres villes, de d'autres grandes villes, c'est que les principaux truands nantais des années 70, 80, 90, ce sont pas des petites frappes de cité ou de banlieue, ce sont des fils de bonne famille. C'est-à-dire que leurs parents étaient le cordonnier de la place centrale ou le serrurier. C'est des garçons qui ont grandi ensemble, qui ont fait leurs études ensemble, et ils ont choisi aussi une vie aventureuse. Le plus connu de ces nouveaux durs de la nuit nantaise se nomme Roland Chamarbois, dit Chamard. Chamarbois, c'est un garçon qui est arrivé dans le milieu des bars un peu par hasard. Dans la guerre d'Algérie, il s'est lancé, il a repris un petit bar pour commencer, puis
Il est rentré dans ce milieu-là, il a grandi petit à petit, il a racheté des bars. Il était serrurier au départ, donc il était pas commerçant, hein, donc il s'est lancé dedans. Il a vu que ça rapportait gros et donc il a continué à investir là-dedans. Le milieu nantais, il y a 3-4 noms qui émergent, quoi. Il y a 3-4 personnes qui dirigent le milieu nantais. Aux côtés de Chamard émergent de nouvelles figures comme Dédé Malvaux. Un garçon comme Malvaux, lui, c'était un garagiste, plus ou moins ferrailleur plutôt. Pareil, c'est un peu lancé là-dedans par hasard. Quand ils ont vu que l'affaire était juteuse, ils se sont partagés les bars sur Nantes. Hein, les bars sur Nantes, c'est le quartier de la Gare, d'Albi, là. Hein, c'est également le quai de la Fosse. On avait un bar de nuit tous les 10 mètres à peu près à l'époque. Ces nouveaux venus dans les nuits nantaises vont s'affirmer au fil des années 70 en s'appuyant sur les gros bras du port pour asseoir leur autorité. Autour de ces caïds là, qui à l'époque avaient donc 35-40 ans dans les années 70-80, autour de ces caïds, il y avait évidemment pas mal d'hommes de main. Alors beaucoup étaient liés quand même au port. On a beaucoup de dockers à l'époque. Les docks, c'était quelque chose d'important. Ça employait beaucoup de monde. Mais sauf qu'une fois que les bateaux étaient déchargés, il y avait pas mal de temps libre. Donc voilà. Bon, et puis les dockers, c'était quand même des gros bras. Hein. La plupart des caïds nantais là, des années 70-80, c'était des copains. Tous ces gars-là, ils ont grandi ensemble, ils allaient à l'école ensemble. Donc entre eux, il n'y a quasiment jamais eu de problème. Ni avec les autorités, apparemment. Les anciens flics, un tant soit peu sincères, ils sont un certain nombre à dire ou à reconnaître qu'ils protégeaient ce genre de voyous, parce que c'était l'occasion aussi pour eux d'éviter parfois des dérapages, parce que si le milieu est un peu structuré, ou si ces réseaux-là sont un peu structurés avec des gens compagnons sur eux, on peut d'autant plus facilement les contrôler ou en interpeller certains, parce qu'il y a un moment, si ça dérange trop la société, on va voir les personnes qui tiennent le haut du pavé en disant « dis donc, tu les connais ceux-là ?» et voilà. Dans les années 70, la petite bande de copains qui règne sur les nuits locales va être rejointe par un jeune premier qui deviendra pendant 20 ans la figure du milieu nantais, Alain Coellier, plus connu sous le surnom de Petit Alain. Un pseudonyme qui ne l'empêche pas de faire le coup de poing à la sortie des bals populaires où il officie comme videur. À 28 ans, l'homme est propriétaire du Roméo, un bar sur le quai de la Fosse. Au début des années 80, dans les bars, l'argent coule autant que le champagne et ces messieurs, les propriétaires, sont devenus des figures de la nuit. Tout le monde savait, ou pensait, ou supposait, mais vraisemblablement à juste titre, puisque la plupart d'entre eux ont été assassinés depuis, qu'un tel ou un tel faisait partie des responsables de ce qu'on appelait le milieu nantais à l'époque. Parce que, ils portaient beau, ils étaient présents dans tous les endroits, on les remarquait, hein. On les voyait, on savait où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Par exemple, sur le quai de la Fosse, il y avait un petit bar de quartier en fait, hein, où ces caïds nantais allaient jouer à la belote. Je crois que c'est la belote, mais j'y étais pas souvent. Hein. C'était la belote tous les après-midi, taper le carton. La nuit, c'est là que les grosses BMW sortaient. Mais dans la journée, non, c'était un milieu très très discret. Quand on poussait la porte d'un bar de nuit, ça pouvait arriver que le patron soit là. Le patron, les vieux caïds nantais, ils aimaient bien être dans leur établissement. Donc on les trouvait souvent au coin du bar, ils passaient, après ils allaient manger au resto, puis ils revenaient pour faire l'addition, la levée à la fin de la nuit. Et puis après ils terminaient en boîte, notamment au Temps d'Aimer ou au Pims ou dans d'autres boîtes du centre-ville. Moi j'ai souvenir d'une anecdote dans un bar de nuit par exemple où un représentant en cuir, donc il avait son break Mercedes, là il gare son break Mercedes, il descend boire un coup et puis il était très copain avec le patron du bar de nuit qui était l'un des caïds du milieu nantais. Il boit son verre, il discute 5 minutes et puis il s'en va, il dit bon allez j'ai une longue route demain, je vais me coucher. Et il re-rentre, mais 2 minutes après, mais livide, on a cassé la voiture. Et en effet, il y a des gars des voleurs qui avaient cassé l'une des vitres de sa voiture et piqué la collection de cuir. Et là, le truand lui dit, attends, t'inquiète pas, reprends un verre. Il a passé quelques coups de fil, une demi-heure après, on sonnait à la porte et les cuirs étaient remis devant la porte de l'établissement. Moi, ça, je l'ai vu de mes yeux vus. C'était pas un milieu qui faisait beaucoup parler de lui par des bagarres ou des règlements de compte. C'était plutôt un milieu qui gérait ses affaires
puis qui faisait ses coups. Et les propriétaires des bars à hôtesse, non contents d'encaisser les dividendes de leur établissement, seraient à l'origine de 3 grosses affaires. Elles leur auraient permis, selon la police, d'agrandir leur portefeuille d'établissements de nuit. Ils se sont donc lancés, pour un certain nombre d'entre eux, dans le hold-up, et notamment dans 2 grands hold-up qui ont défrayé la chronique ici. Nouvelle attaque à main armée contre des convoyeurs de fonds hier matin à Nantes. Le 2 janvier 1979, à 9h15 du matin, un fourgon de la SPOC se gare devant l'entrée du Crédit Lyonnais qui abrite la recette du supermarché Carrefour en banlieue nantaise. Alors que les convoyeurs viennent de récupérer 2 sacs contenant des chèques et du liquide, une 504 bleu marine déboule sur le parking. 3 braqueurs giclent de la voiture, grimés avec des masques de carnaval. Après avoir neutralisé les 2 gardes à l'extérieur, ils rafalent à la Kalachnikov leurs collègues pour qu'ils ouvrent la tirelire. Le fusil d'assaut russe fait là sa première apparition sur la scène criminelle française. Butin de l'opération, 1,2 million en liquide. 10 minutes à peine ont suffi aux malfaiteurs pour s'emparer d'environ 3 500 000 francs, dont plus de 1 200 000 francs en espèces immédiatement utilisables. Ils se sont enfuis à bord d'une voiture volée qui a été retrouvée 20 minutes plus tard, abandonnée dans les parages. 3 semaines après, rebelote. Un autre fourgon blindé de la SPOC est dévalisé alors qu'il se gare vers 14h au siège de la Banque Populaire Bretagne Atlantique dans la ZUP Bellevue. 4 hommes surgissent et repartent avec plus de 4 millions de francs. Donc très vite, les enquêtes se sont orientées sur une piste locale. Et on s'est aperçu que l'épouse d'un des convoyeurs de fonds avait travaillé dans les bars de nuit, etc. Que la femme de ménage qui était venue faire le ménage dans la planque des malfaiteurs était la maîtresse d'un des convoyeurs. Bon, vous voyez, tout nous ramenait sur le milieu de Nantais à l'époque. Ce sont ces sommes qui, alors ça c'est évidemment la petite histoire, mais ce sont ces sommes qui auraient servi à financer l'achat de bars de nuit. Ainsi que aussi un butin provenant d'un casse resté célèbre, le casse de Rolex en Suisse, où là aussi presque 100 kilos d'or avaient été dérobés et n'ont jamais été retrouvés. Après les 2 fourgons de la SPOC, c'est au tour de Rolex d'être la cible du milieu nantais. L'affaire se déroule le 3 septembre 1980 à Genève. 3 hommes grimés en Giscard, Marchais et Mitterrand emportent 95 kilos d'or destinés à la fabrication de boîtiers de montres ainsi qu'un sac plein de rubis. 2 mois après le coup, les enquêteurs arrêtent un patron de bar de Pornichet et le petit Alain. Le duo est condamné à 6 et 5 ans de prison. Le braquage de Rolex est donc en partie élucidé. En partie seulement, car le 3e larron reste inconnu. Mais l'enquête sur les attaques de fourgons, elle, piétine. En revanche, sur le quai de la Fosse et dans le quartier de la Gare, pendant l'année qui suit, les néons éclairent de plus belle les trottoirs nantais. Du côté du tribunal de Nantes, on ne croit pas aux coïncidences. Et un homme de loi, le procureur Guiton, va partir en croisade avec son bras armé, l'inspecteur Paul Lelièvre. Le premier établissement entré dans son collimateur s'appelle le Mélodie. On le soupçonne d'appartenir au petit Alain. À l'époque, il y a un procureur à Nantes, un procureur adjoint chargé de la financière, qui veut s'intéresser au milieu nantais sur le côté financier et en disant, bon, pour lui, les bars de nuit sont le terreau du milieu nantais. Et il me demande donc de travailler sur ce milieu nantais, sur tous les angles que je peux. Donc la première des choses, c'est de vérifier comment sont gérés ces bars, si c'est géré sous la forme de SARL ou autre, avec des prête-noms, etc. De vérifier s'il n'y a pas des détournements de recettes et des abus de biens sociaux, et surtout de vérifier comment ces bars ont été acquis, et notamment si l'argent de ces grands braquages n'ont pas été investis dans les bars. On part sur tout au début sur une fraude fiscale dans un bar de nuit qui s'appelait le Mélodie, et qui était tenu par Jean-Claude Henry dit Tonton, qui était l'oncle du petit Alain Collier, bien connu sur Nantes. Et on s'aperçoit donc qu'il y a des fonds qui viennent bizarrement en 82 pour l'achat du Mélodie. Ensuite, on travaille sur la gestion même de ce bar de nuit. On s'aperçoit que les recettes, donc ces bars engendrent des recettes en espèces et en chèques, et que ces recettes sont détournées sur des comptes taxis. L'argent liquide s'évapore pour reprendre forme dans la poche des truands. Ces derniers, en effet, n'apparaissent pas officiellement et leurs établissements sont gérés par des hommes de paille. Bar de nuit, par tradition, ça a 2 fonctions, blanchir de l'argent, oui, et puis surtout, c'est un petit peu le moyen aussi pour les truands de se faire de l'argent frais. C'est-à-dire que plusieurs affaires ont été jugées ici de compte taxi, c'est-à-dire que souvent dans les bars de nuit, on paye en liquide. Les clients, curieusement, on n'aime pas trop laisser de chèques ou de carte bleue. Donc il y a beaucoup d'argent liquide qui circule dans les bars de nuit, et c'est très facile d'avoir quelques amis qui
planquent cet argent ou qui planquent les chèques lorsque c'est payé par chèque, qui les déposent sur leur propre compte et vous rendent l'essentiel en gardant une petite commission, mais vous rendent l'essentiel de l'argent en liquide. Et ça fait ce qu'on appelle la fraîche, quoi. Pour le truand, ça lui fait de l'argent liquide dont il n'a pas à justifier la provenance aux services fiscaux notamment, puisqu'on sait que le talon d'Achille des truands, souvent, c'est le fisc. Et le système d'évasion fiscale des truands nantais est loin d'être infaillible. Alors les comptes taxis nous amènent sur différents individus en relation avec le Minantec qui blanchissent sur leur compte les recettes détournées des bars de nuit. Et là on s'aperçoit effectivement que les bars engendrent beaucoup de recettes, qu'il y a beaucoup de prostitution dans ces bars de nuit, bien que tout le monde s'en défend. Mais enfin le but de nos enquêtes à cette époque-là, ce n'était pas d'asseoir une quelconque procédure de proxénétisme, c'était plus pour vérifier les mouvements d'argent et plus centré sur ces fonds et où que ça allait et à qui ça bénéficiait. Et les bars de nuit, qui sont alors 50 sur le quai de la Fosse, sans compter ceux du quartier d'Albi autour de la gare, rapportent beaucoup d'argent. Le système est simple. D'accortes hôtesses usent de leur charme pour faire consommer les clients. Nous, dans les bars, les hôtesses, c'est un système comme ça. On demande, on s'approche du client, on lui demande à boire et on doit discuter avec lui. Il nous offre des coupes, des petites coupes à un certain prix. Ensuite, nous avons la coupe VIP, un peu plus chère, et nous avons la bouteille de champagne à plusieurs prix différents. Vous avez une salle avec un bar, avec des filles qui sont assises dans les fauteuils. Et puis derrière, vous avez des petits salons. Alors 1, 2, 3 ou 4 petits salons, suivant l'importance de l'établissement. Et dans ces petits salons, si vous souhaitez prendre un verre, généralement une bouteille, avec une de ces charmantes hôtesses, vous allez au petit salon. Après, qu'est-ce qui se passe dans ces petits salons ? C'est vrai qu'il y a certains établissements qui dépassent un peu leur façon de faire ou leur droit, mais ça les regarde. Chacun tient son établissement comme il le veut et gère comme il le veut et au risque et péril d'une fermeture. C'est essayer de qualifier de proxénétisme le fait de tenir un établissement où les filles sont salariées, sont payées, en partie avec des bulletins de salaire en clair, et puis en partie au bouchon avec des espèces, voilà. Donc il y a un peu de fraude fiscale et on considère que c'est de la prostitution que de caresser éventuellement le sexe d'un homme au bar ou je ne sais quoi. L'opération nettoyage, commencée au milieu des années 80, va se poursuivre durant des mois. Paul Lelièvre et ses collègues de la PJ vont s'immerger dans le milieu interlope de la nuit nantaise. Alors les filles qui travaillent dans les bars, en général, ce sont des pauvres filles un peu paumées, et puis on s'aperçoit que ces filles-là, après, elles sont totalement exploitées, parce que c'est vraiment une exploitation. Quand on voit comment elles étaient rémunérées, et pour vraiment gagner leur vie, il fallait vraiment qu'elles soient des gagneuses. Il fallait que les filles travaillent en bouchon pour gagner de l'argent. Il faut qu'elles vendent des bouteilles et des bouteilles. Et pour vendre des bouteilles, elles sont obligées d'offrir des prestations sexuelles à leurs clients. Avant 85, les bars de nuit, on n'y touchait pas. En fin de compte, la politique était de dire qu'il y avait de la prostitution sur Nantes, peut-être, c'est dans les bars, tant que ça se va pas, on laisse couler, quoi. De temps en temps, il y avait un petit flag qui était fait par les gens du commissariat, une barmaid prise en flagrant délit dans un bar, à offrir une prestation sexuelle à un client, mais ça s'arrêtait là, quoi. Il n'y a pas eu d'enquête vraiment faite sur les bars de nuit avant 85, là. Les contrôles fiscaux émaillent la nuit nantaise et les bars à hôtesses sont dans l'œil du cyclone. Mais au milieu des années 80, en plus des enquêtes financières, ils connaissent une série d'incidents. Parallèlement à ces affaires financières, on a des affaires criminelles importantes puisqu'il y a des gros règlements de compte entre les différents patrons de bars de nuit. On a des bars qui prennent feu les uns après les autres. Par exemple, le Victoria de Malvaux est détruit par un incendie. On retrouve une grenade sur le comptoir posée bien en vue sur le comptoir. Donc c'est un rappel à l'ordre. On a le petit club, le fameux petit club bar de Collier, il vient de racheter par intermédiaire d'une prête-nom qui le cabaret qui prend feu avec un type qu'on retrouve calciné à l'intérieur. Donc on a toutes ces affaires criminelles en même temps.
Il est 3h30 du matin lorsqu'un commando de 4 hommes armés fait irruption. Le patron de la discothèque prévient la police, une bagarre générale éclate, un policier est blessé à la cheville, un malfaiteur est touché à la jambe. 6 personnes appartenant au milieu nantais étaient jugées aujourd'hui au tribunal de Nantes. Durant ces 3 jours de procès, la justice doit faire la lumière sur les pratiques du milieu nantais. Y a-t-il eu raquette ou règlement de compte, comme dans une autre affaire étrangement liée, celle de l'incendie du Petit Club en août 1986. Le Petit Club, par exemple, on pense que c'est une escroquerie d'assurance. Le petit Alain voulait récupérer, donc il avait souscrit un contrat d'assurance intéressant, il voulait profiter de ce contrat. Donc il a commandité des individus pour mettre le feu dans l'établissement et malheureusement un des incendiaires est resté enfermé dans le bar, quoi. Et tous ces gens-là, donc ils sont tous inculpés, mis en examen pour abus de biens sociaux. Ils prennent des peines de prison allant de 12 à 18 mois, c'est pas des peines énormes, mais ils prennent des grosses amendes. Et puis surtout derrière, il y a l'administration fiscale et d'URSSAF qui retombent dessus, quoi. Disons qu'on met la pression, nous, à cette époque-là, sur tous ces bars-là, et en espérant pouvoir en récolter les fruits sur les affaires criminelles ensuite. En ce mois de décembre 1986, alors qu'il est sorti de prison pour l'affaire Rolex depuis 2 ans, le petit Alain, sentant l'étau se resserrer, se met au vert aux Antilles. Il revient ensuite à Nantes où il fait de surprenantes confidences aux enquêteurs. Il finit par nous dire, et donc il reconnaît, dans un premier temps, il reconnaît que c'est le patron, il est assez macho pour ça. C'est moi le patron qui commande, c'est pas les gonzesses qui commandent chez moi, comme il dit. Et donc, on établit sa gérance de fait. Et puis surtout, il nous dit, quand on lui demande l'origine des fonds, il nous dit texto, c'est ma part de Rolex que j'ai investi là-dedans. Donc, il pensait ne pas pouvoir être inquiété sur Rolex, vu qu'il avait été incarcéré et qu'il avait purgé une peine pour cette affaire-là. Mais le petit Alain, libéré en avril 1987 après 3 mois de préventive, n'est pas décidé à attendre son procès. Il met les voiles, direction l'Espagne. Il va y être mêlé à l'enlèvement de Mélodie Nakachian, la fille de la chanteuse Chimera, en novembre 1987. Depuis lundi matin, Mélodie a été enlevée sur le chemin de l'école. La limousine a été stoppée par 3 hommes armés. Depuis, c'est l'angoisse à la Villa Mélodie. On n'a pas de nouvelles des ravisseurs, comme nous l'a confirmé au téléphone Raymond Nakachian, le papa de Mélodie. On ne comprend pas pourquoi ils font un truc pareil. C'est tout. On espère qu'ils vont nous contacter le plus rapidement possible pour nous donner leurs conditions. Aujourd'hui, les ravisseurs réclament la somme colossale de 15 millions de dollars, la plus grosse somme jamais demandée dans une affaire de rap. Une affaire montée par un Marseillais et à laquelle participent des Parisiens et des Nantais. L'un d'eux va commettre une erreur version pied nickelé qui sera fatale à l'équipe. Un 3e couteau nantais qui fait la demande de rançon dans une cabine téléphonique. Il y a plusieurs demandes de rançon, mais comment est-ce qu'on identifie la bande ? Il s'en va et il oublie son portefeuille dans la cabine téléphonique. Donc voilà, les policiers qui ont vite repéré d'où venaient les appels débarquent dans la cabine téléphonique et ils trouvent le portefeuille du type avec sa carte d'identité, l'adresse de l'appart où il est. Et après ils n'ont plus qu'à tendre des souricières et à identifier tout le monde. Le petit Alain parvient à échapper au coup de filet des policiers espagnols. Il rentre au pays sur le Gwen, un voilier chargé de cannabis marocain, en compagnie d'un patron du quai de la Fosse, Eugenio Sampaio. Et il revient ici sur le Gwen avec Eugenio Sampaio. Il débarque à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le soir même, les policiers ont réussi à retrouver sa trace. Il déjeune avec Francis le Belge à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles. Et puis, on perd sa trace et finalement, il se fait arrêter à côté de Barcelone quelques semaines plus tard. Et puis, petit Alain, il purge sa peine, il fait 8 ans en Espagne, mais il revient après à Nantes. Il revient, mais sauf qu'il a une vieille histoire Il avait un cabaret à Nantes qui a été détruit par un incendie, par une bombe incendiaire. Et malheureusement, il y a eu 1 ou 2 morts, on n'a jamais trop su. C'est la fameuse histoire pour laquelle le petit Alain est soupçonné d'escroquerie à l'assurance. La victime retrouvée brûlée dans les décombres aurait été un incendiaire payé par Coellier lui-même. Selon les policiers, il aurait profité de la vague d'incidents touchant les bars de nuit nantais pour liquider le sien. Il avait encore quelques comptes à rendre à la justice, donc pour cette histoire de cabaret, et puis pour des histoires de comptes taxi dans les bars de nuit. Donc il a vite fait compris qu'il valait mieux qu'il reprenne le large. Et c'est vrai que la veille de son procès en correctionnel pour l'affaire du Petit Club, il s'est mis en cavale. Et on a retrouvé sa trace un peu plus tard.
en route pour l'Angleterre, où il s'est fait prendre avec une grosse cargaison de drogue. Mais alors là, il a bénéficié d'une erreur de procédure, il a retrouvé la liberté, il est repassé par Nantes, juste une nuit, et puis il est reparti en Espagne, où depuis, il a eu de nouvelles aventures. Si le petit Alain échappe provisoirement à la justice, les enquêtes financières se poursuivent et laissent un goût amer aux voyous locaux. Le déclin du milieu nantais, en tout cas du milieu de la nuit, des bars de nuit, ça s'explique par justement tout le travail de sape qu'on a fait dans ce milieu-là. Parce qu'on a, je vous dis, à l'époque, les journaux qui créaient sur le quai de la Fosse, les néons s'éteignent les uns après les autres. C'était un peu le cas, quoi. Donc on a vraiment fait un très gros travail. On s'est vraiment occupé de tous ces bars de nuit. Donc c'est ça aussi qui a fait qu'ils ont un peu abandonné la chose. Le tournant, je crois qu'il s'est produit à la fin des années 80, début des années 90, quand justement ceux qui avaient pignon sur rue sur Nantes se sont retrouvés en détention. Durant toutes ces années, les limites de la PJ nantaise n'ont pas pour autant abandonné les enquêtes sur les braquages et voient leurs efforts enfin récompensés. En travaillant sur Chamarbourg, on s'est aperçu qu'il était en relation avec un individu, un ex-mercenaire, Jacques Lafaille, dit Carcassonne. Il travaillait avec Bob Denard, tous ces gens-là. C'était les gros bras qui venaient régler les problèmes s'il y avait des problèmes sur la place de Nantes. L'homme est un ancien para d'Algérie, devenu mercenaire barbouzard aux côtés de Bob Denard. Son ombre plane sur nombre de coups d'État africains, du Congo aux Comores et sur quelques braquages en région parisienne et dans le sud de la France. Et donc on s'est aperçu que Jacques Lafaille dit Legrand pouvait correspondre à l'un des individus qui apparaissait parmi les malfaiteurs, ayant fait le braquage du fourgon du magasin Carrefour à Nantes en 79 et également sur le braquage de Rolex en Suisse en septembre 80. En mettant en place des écoutes téléphoniques, en mettant en place des filatures, on est allé l'interpeller à Séméac et là on est tombé sur un arsenal de fusils d'assaut, d'armes, etc. Les armes de Lafaille avaient été utilisées sur le fourgon de Carrefour. 15 ans après le braquage du centre commercial Carrefour, le procès s'ouvre enfin le 21 juin 1994. Pour ce procès exceptionnellement long jusqu'au 1er juillet, une quarantaine de témoins sera entendue. Le mercenaire Bob Denard, cité par la défense, sera à la barre le 23 juin. Alain Delon, ami de Lafaille, le 28. Sur le tournage de Borsalino, dont il partageait la vedette avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon avait rencontré Jacques Lafaille. Ce dernier joue le rôle d'un boxeur. Le début d'une amitié entre les deux hommes. Je confirme, il est mon ami, il le restera. Voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Malheureusement, j'ai été convoqué par le président et pas par la défense. Et ce que j'aurais souhaité, parce que j'aurais pu m'exprimer sûrement plus longuement sur mes rapports et mon amitié avec Jacques Lafaille, mais c'est le parquet qui m'a convoqué et pas la défense. Mais le témoignage d'Alain Delon tente à prouver que Lafaille était en France en 1980. Un mois avant le hold-up, ils se sont croisés sur le tournage de 3 hommes à abattre. Or, Lafaille affirme être en Asie à cette époque-là. Il y a parfois des témoignages d'amitié bien gênants. Dans le box, 3 hommes bien connus pour leurs faits d'armes et qui jusqu'à ce jour ont toujours nié leur participation à ces actions. Jacques Lafaille, ancien mercenaire, est pourtant ici accusé de vol, détention d'armes et de munitions et usage de papiers administratifs falsifiés. À ses côtés, Roland Chamarbois, qui fut l'un des patrons du milieu nantais. Il comparaît, lui, pour complicité et recel. René Cloutot, enfin, pour le vol à main armée devant Carrefour. Verdict, 9 années de réclusion pour Jacques Lafaille, 6 ans pour Roland Chamarbois et acquittement pour René Cloutot. Les affaires de braquage soldées, les clubs de nuit dégringolent les uns après les autres. Les bars ont été à vendre parce qu'il y a eu des saisies, parce qu'il y a eu des contrôles fiscaux, parce qu'il y a eu des redressements fiscaux et que, à partir de ce moment-là, on a revendu les bars pour payer ces redressements fiscaux, parce que c'est quand même le paradoxe, c'est que ça se solde toujours par des problèmes fiscaux. Et les bars ont été rachetés par un peu tout le monde, je dirais. À Nantes, il y avait un milieu qui était déjà pas très très important. Même s'il y avait des bons gars, mais des bons truands, mais ils n'étaient pas légion. Puis surtout, il y avait des bons flics. Et le problème, c'est que tous les truands, ils ont fini en tôle. Ils sont tous tombés à un moment ou à un autre dans les années 80 et ils sont tous partis, alors pour plus ou moins longtemps.
mais ils sont quasiment tous tombés au moins une fois pour 5, 6, 7, 8 ans. Et puis les deux, parce que j'en vois deux comme ça, les deux qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, ils ont plutôt essayé de se tenir tranquille. Avec l'âge, ils se sont dit, on va pas remonter tout de suite au carton. Ils ont surtout essayé de se faire discret et de poursuivre leur carrière tranquillement, sans faire de vagues. Au tournant des années 80-90, le milieu nantais se meurt. La vieille génération se fait discrète et la nouvelle est carrément inexistante. Le problème, c'est que toutes les jeunes pousses du milieu nantais ont été soit tuées en pleine jeunesse, fauchées en pleine jeunesse, soit dans des règlements de compte, soit dans des accidents, et les autres emprisonnés assez rapidement. Peu de règlements de compte, mais bien ciblés, puisqu'ils ont décapité la relève et privé le milieu nantais de patrons. Les caïds morts, les bars ne vont pas pour autant fermer. Une faune interlope composée pour l'essentiel de gros bras de la nuit prend alors la relève. Avoir un bar de nuit, ça t'en imposait un petit peu, ça permettait de s'imposer dans un monde où finalement il n'y avait plus vraiment de caïds, il n'y avait plus vraiment de patrons. Donc c'était plus un moyen de blanchir son argent, mais c'était un petit peu un moyen d'avoir une reconnaissance dans un milieu et puis de se faire un peu d'argent quand même, parce que ça rapporte les bars de nuit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça rapporte bien. Dans les années 80, un bar rapportait en moyenne, d'après ce que me disaient les flics nantais, c'était dans les 100 000 euros par an. C'est pas négligeable non plus. Après, quand le vrai milieu, lui, se disloque, il y a eu les règlements de compte et tout ça, il y a une nouvelle génération qui essaye d'arriver dans les affaires, mais par ce biais-là. C'est plus une finalité, on commence par ça, on fait des petits trucs à côté, mais c'est le pied-à-terre en fait. On a vu arriver donc plein de jeunes mecs du milieu de la nuit qui étaient avec soit des videurs, soit etc. qui ont voulu se lancer dans ce système-là. Mais ils n'avaient pas l'envergure pour tenir les gens comme les anciens, c'est évident. Ces gens-là, oui, ont commencé comme seconde gâchette, j'ai envie de dire, pendant plusieurs années comme videurs ou autres, comme physionomistes, et puis ont décidé de prendre leur autonomie, d'essayer d'avoir leur propre affaire, mais avaient pris des habitudes, oui, de toute évidence. Des habitudes qui auraient conduit un patron de bar à se venger violemment d'un collègue. En 2005, peu avant Noël, Bernard Algret, 59 ans, dit Bernard le Nantais, ancien patron de 3 bars à hôtesse à Brest, disparaît en pleine nuit de sa maison de Bénodet, dans le Finistère. Ses proches découvrent du sang et des traces de lutte. 4 mois après, fin avril, son corps est retrouvé lesté et entravé sur les bords de la Loire, à 45 km de Nantes. Bernard le Nantais a visiblement été torturé avant d'être tué. Soupçonné de meurtre, 5 hommes sont arrêtés. L'enquête désigne un commanditaire présumé, Tonio, un ancien videur passé par le braquage et propriétaire de 2 bars nantais. Il reprochait à Bernard le Nantais de l'avoir dénoncé et envoyé 2 fois en prison. Donc il faut remonter là plusieurs années en arrière, parce que en fait Bernard Algret, qu'on appelait Bernard le Nantais, était à l'origine, comme son nom l'indique, à Nantes. Il a eu des problèmes avec la justice, du coup il était tricard, il s'est expatrié sur Brest. Et avant de venir ici, il aurait balancé le nom de Tonio à la justice dans une affaire où, de manière incidente, enfin bref, Tonio a estimé que c'était à cause de lui qu'il était parti presque 3 ans en tôle. Et quand il sort de prison, donc, il va demander des comptes à Bernard Algret, sauf que Bernard a prévenu les gendarmes qui interpellent Tonio et son copain, un autre Nantais, très connu, et c'est reparti pour 6 mois de prison. Et là, pour Tonio, c'est la 2e fois et là, pas question de pardonner. Très rapidement, en fait, les enquêteurs, évidemment, avaient notamment suivi la piste de Tonio, et des écoutes téléphoniques permettent en gros de le confondre. Il a appelé, je crois, un copain qui était en détention. Il lui a fait cette confidence: les anguilles seront bien grasses cette année. Le commanditaire est identifié et la dernière nuit de Bernard le Nantais reconstituée. Son calvaire a duré 19 heures. Voilà. Il y a 4 types qui arrivent chez lui vers 1h, 2h du matin la nuit du 15 au 16 décembre, qui l'accueillent
à coups de crosse, de fusil de chasse, de coups de pied de biche sur la tête. Je me rappelle les paroles qu'a eu un des accusés au procès. On est tombé sur un ours, on est tombé sur une masse. Le mec il s'est débattu, mais il a donné du fil à retordre à ses 4 assaillants. Il y avait du sang partout dans la maison, partout. Il s'est débattu comme un monstre. Donc les gars là, à 2h du matin, pendant une demi-heure là, entre les différentes scènes de lutte, le temps de réunir ce qu'ils voulaient réunir, rassembler les armes, les mecs étaient tous sous coke. Ils saucissonnent Bernard Algret, ils le mettent dans le coffre de la bagnole. Le Nantais, enfin maîtrisé, ses agresseurs vont pouvoir l'embarquer. Et là, c'est parti 3h30, 3 heures pour aller sur Nantes. Dans la voiture, Bernard le Nantais reprend ses esprits, s'agite, trop au goût de ses kidnappeurs, et il y en a un qui dégaine une arme et qui tire à travers la banquette pour le calmer. Effectivement, il se calme, il a une balle dans la cuisse, il dit rien jusqu'à Nantes. À Nantes, il est mis dans une baraque de chantier. Et la nuit de Bernard le Nantais va être encore très longue. Et là, ils vont l'entreprendre pendant une dizaine d'heures. Ils vont le torturer pour essayer de savoir où il a mis son magot. Parce que Bernard le Nantais allait passer en fait en jugement, je crois c'était en quelques semaines ou dans quelques mois, pour proxénétisme aggravé. Il risquait 10 ans. Donc il avait prévu de foutre le camp et de partir au Maroc. Donc il pensait qu'il avait amassé un trésor de guerre. Donc pendant une dizaine d'heures, ils vont le travailler. Pas n'importe comment, c'est à la perceuse dans les genoux. C'est à la barre de fer électrique. Et ça va durer donc une dizaine d'heures. Et au final, il est tué, on le saura après une deuxième autopsie, il est tué d'un coup de barre de fer à la tête. Magot ou pas, Bernard le Nantais meurt sans avoir lâché le morceau. Et donc après, ils le ressaucissonnent. Ils vont sur un pont au-dessus de la Loire. Ils le jettent dans l'eau et le cadavre n'aurait jamais dû refaire surface. Il remonte 4 mois et demi après. C'est comme ça que toute l'affaire a pu revenir. Et pendant le procès, il y a un des accusés qui a lâché d'ailleurs cette confidence en disant si la Loire pouvait parler, elle vous raconterait bien d'autres histoires avec des cadavres. Mais depuis les années 2000, la mode est plutôt aux investisseurs. Le secteur s'est totalement démocratisé et les voyous définitivement éloignés. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de beaux voyous dans les bars de nuit nantais. Aujourd'hui, les voyous nantais, les truands nantais, malheureusement, je crois qu'ils sont comme partout ailleurs, dans la came, et ils s'affichent pas vraiment dans les bars de nuit. Et on s'en rend bien compte. Enfin, aujourd'hui, il y a pas mal de bars de nuit qui appartiennent à des investisseurs. Les bars restent, mais le profil des propriétaires change. Le profil est assez amusant parce qu'on s'aperçoit que ceux qui ont maintenant ces bars ne sont pas du tout associés à la voyoucratie nantaise d'antan. Puisqu'aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui tiennent des bars, il y a des commerçants qui tiennent des bars, il y a de tout qui sont associés dans des bars, donc je ne pense pas que c'est plus le milieu qu'autre chose. Vous savez, il ne faut rien du tout pour monter un bar de nuit. Vous mettez une SARL, vous rachetez un bar qui ne vaut pas très cher. Aujourd'hui, un bar de nuit, ça vaut 30 patates, quoi. Enfin, en francs. Donc, avec 50 000 euros, tu achètes un bar de nuit. Tu crées une SARL, et t'empruntes le reste et roules. Et ça peut très vite rapporter. Moi, j'ai vu des types devant moi lâcher, à l'époque, des pharmaciens, lâcher 20 000 francs régulièrement. Quand ils partent en goguette, quoi. Bon, et les voyous, les types qui sont toujours dans la truanderie, ils sont dans la came pour l'essentiel et ils n'ont pas du tout envie d'avoir des soucis supplémentaires et de se faire prendre éventuellement, de tomber pour une banale fraude fiscale ou une histoire de proxénétisme idiote. À l'image des frères Chevalier, qui avaient à partir du début des années 90 réussi à acheter plusieurs bars à hôtesse entre Rennes et Nantes. Une mainmise sur le marché des nuits chaudes qui n'a pas été du goût des autorités locales et qui leur vaut des ennuis en décembre 2004. Le parquet de Nantes a décidé de fermer
une trentaine de bars qui appartenaient à la même famille. Et en considérant, parce que les policiers considéraient qu'ils allaient trop vite, ils montaient trop vite en puissance, trop rapidement, et qu'il y avait beaucoup d'argent qui sortait de ces bars, qui rentrait dans ces bars, et suspectaient du proxénétisme en bande organisée. Et l'enquête a permis de dresser une photographie précise de la clientèle et révéler quelques surprises. Là, il y a des clients qui ont été entendus et ce dossier était particulièrement intéressant parce qu'on y a découvert des chèques ou des facturettes de carte bleue de notables, de gens assez puissants sur la ville, dont je tairai les noms, qui ont été entendus pour certains, qui ont été plus ou moins oubliés pour d'autres, et qui fréquentaient ce genre d'établissement parce que, je sais pas, soit ils sont seuls, soit ils sont divorcés, soit ils y trouvent de la tendresse. Mais la dernière grande affaire des bars nantais ne va pas donner les résultats escomptés. Ça a donné lieu en fait à un procès pour blanchiment simple et tolérance à la prostitution parce qu'ils n'ont pas pu prouver qu'il y avait dans le cadre de l'exercice de ces bars un réseau de proxénétisme établi. Et l'aîné des frères, présenté comme le nouveau parrain nantais, va apparaître dans un rôle finalement moins spectaculaire. Moi, la personne que j'ai défendue qui avait ces 3 bars, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, qui a travaillé comme soudeur dans le nucléaire jusqu'en 1990, et il a plus d'une 50aine d'années maintenant, qui a toujours travaillé, qui a eu l'opportunité un jour de reprendre un bar parce qu'on lui a proposé, parce qu'il connaissait un ami qui en avait monté un, et puis qui lui a proposé de lui succéder. C'était l'occasion pour lui d'arrêter de se déplacer dans les usines, dans les centrales nucléaires, etc. Voilà. Puis peut-être, je sais pas, de faire de nouvelles rencontres, j'en sais rien. Les bars fermés ne vont pas le rester très longtemps, et l'opération de nettoyage fait long feu. On a découvert il n'y a pas très longtemps que la plupart des bars qui avaient été fermés dans le cadre de ce dossier, qui a défrayé la chronique, et qui a suscité, a fait couler beaucoup d'encre et quelques images, avaient été revendus sous le contrôle du mandataire liquidateur et avec les bénédictions, j'imagine, du parquet, à des personnes qui se sont empressées pour la plupart, dans le cadre de la plupart des bars, de réinstaller exactement le même type d'établissement, donc au vu et au su de tout le monde. Donc c'est assez drôle. C'est-à-dire qu'on a du mal, semble-t-il, à se débarrasser de ce genre d'établissement. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça a changé aussi. C'est-à-dire que les transports maritimes ont évolué, le port de Nantes existe toujours, mais vide, désespérément vide. Les chantiers ont été détruits. Il n'y a plus aucun bateau qui arrive ici, sinon quelques bateaux de plaisance. Donc les choses ont changé, mais malgré tout, ce quai de la Fosse est resté, au moins de manière résiduelle, un lieu où traditionnellement il est possible d'aller boire un verre pour ceux que ça intéresse dans ce qu'on appelle les bars à filles. Oui. Comme à Dunkerque, comme à Brest, comme dans ces villes où il y a tous ces bateaux. Et ça continue un peu comme ça. Nous, on est tous sur le quai de la Fosse parce que le quai de la Fosse, les clients qui viennent de l'extérieur savent que le quai de la Fosse, c'est là où ils trouvent des bars. À la grande époque, il y avait une 50aine de bars. Bon, il s'avère que c'est vrai que la police a été, pour nous, nous étions très surveillés. Le proxénétisme n'existe pas en France, je pense, et à Nantes encore moins. Nous avons une municipalité qui est carrée, qui est sérieuse, donc nous n'avons pas le droit, comme à Paris ou comme dans d'autres villes, de bar montant, de rapport avec les clients, ni quoi que ce soit. Donc nous avons uniquement un bar d'ambiance. Moi j'appelle ça, nous sommes presque, ce qui va faire rire peut-être d'autres personnes, nous sommes presque des assistantes sociales des ménages, puisque les hommes se plaignent à nous de leur maison, de leurs enfants, de leur vie, de tout ce qui concerne toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons toujours notre clientèle, je revois, là je viens de reprendre 10 ans après, et je revois toujours mes anciens clients. J'arrive à un certain âge et j'ai toujours des clients intéressants, les mêmes clients d'il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a les pères de famille qui viennent dans nos bars, et après il y a les enfants, si vous voulez, ou qui viennent avec papa quand ils ont atteint l'âge de 18 ans ou 20 ans, et qui s'encanaillent après à venir dans les bars retrouver les mêmes amis que leur père. C'est sympa aussi. Il y a eu des héritages, il y a eu des gagneurs de loto, moi j'ai tout eu.
J'en ai eu un il y a quelques années, enfin je tenais le Kentucky à l'époque, il avait gagné au loto, c'était un Vendéen, il avait gagné quelques millions au loto. Ben, il dormait sur le parking d'en face parce qu'il était intéressé par toutes les filles qui étaient là. Et il dormait dans sa voiture, il attendait 3 heures. Il revenait prendre un verre au bar toute la journée, toute la nuit. Il retournait dans sa voiture à 2 heures du matin et a dépensé tout son loto dans mon affaire. Ces lieux, qui sont des lieux de nuit fermés, sont des lieux qui sont fréquentés par qui ? Par des gens qui cherchent un peu de tendresse, mais qui néanmoins ont de l'argent à dépenser pour payer des bouteilles de champagne à des filles, et qui préfèrent aller là plutôt que rencontrer des prostituées dans la rue. On consomme, généralement ça coûte cher, donc on consomme de l'alcool ou on boit un verre, donc c'est pas la même démarche que le client qui va voir une prostituée dans la rue, c'est pas pareil, quoi. Celles qui sont dans ces bars comme hôtesses, la plupart du temps, ce sont des filles qui sont étudiantes ou qui font complètement autre chose, je dirais, dans la journée. Hein, c'est plus la nantaise comme l'image ancienne. D'abord, on n'est pas dans le cadre d'une prostitution organisée. Hein, c'est pas des maisons closes, et ça c'est important à souligner. Même si d'aucuns pensent que c'est forcément des maisons closes, c'est pas des maisons closes. C'est des bars à hôtesses avec tout ce que ça comporte. Alors comme ça génère énormément d'argent, c'est vrai que quand on voit le prix d'une bouteille de champagne, on se dit que d'aucuns doivent être intéressés à faire travailler ces hôtesses et dans le cadre de ces bars. Il n'y a pas eu que des tenanciers de bars qui ont été voyous, hein. Il y en a eu d'autres, et puis maintenant encore plus, puisque c'est beaucoup de femmes qui sont sur Nantes maintenant qui dirigent les bars. Donc, nous ne sommes pas des voyous. Ou des voyouses. Je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, ça tirait plus sur la maison de passe que ça n'est le cas aujourd'hui, ça c'est clair. Si les bars se sont assagis ces dernières années, ce serait dû à un changement des modes de consommation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi la clientèle qui a fait peut-être évoluer les modes d'exploitation de la prostitution. Peut-être une partie de la clientèle s'est tournée vers la prostitution de voie publique, où on a différentes nationalités, donc différents réseaux qui peuvent intervenir. Et il y a aussi aujourd'hui un autre aspect de la prostitution qui est apparu il y a quelques temps, c'est effectivement par le biais d'Internet. Parce que là aussi, on peut avoir des réseaux de proxénétisme derrière ce mode de prostitution. Si la prostitution est dorénavant aux mains des filières internationales d'Afrique noire ou des pays de l'Est, les voyous locaux n'ont pas disparu. Ils ont juste changé de spécialité. La délinquance nantaise s'est déplacée, elle est passée du centre-ville maintenant aux cités. On trouve plus les voyous dans les cités autour de Nantes. Les cités, ça veut dire grosse remontée de stupéfiants d'Espagne, du Maroc via l'Espagne, et c'est ça qu'on a avant toute chose actuellement sur Nantes. Si les temps changent, le milieu traditionnel nantais fait encore parler de lui. Une figure tutélaire des années 70-80 est réapparue récemment dans l'actualité, Alain Coellier. Depuis son exil espagnol, Petit Alain fait toujours flotter l'étendard des anciens contre vents et marées. 3324 sachets de cocaïne, 3 tonnes 300 au total pour une valeur de 200 millions d'euros environ. Le voilier était pisté depuis le Venezuela. Après une courte escale à Antigua, direction l'Europe, mais au large des Canaries, le bateau est arraisonné le 27 août. Le skipper du bateau est le chef du réseau. C'est aussi une vieille connaissance des policiers. Alain Coellier est devenu une figure du banditisme en 1987. Depuis quelques mois, il menait grand train, maison de luxe, voiture à 470 000 euros. Tout cela alerte les enquêteurs qui le pistent depuis fin 2005. Tout le réseau a donc pu être identifié, démantelé. Petit Alain, dernière figure de la pègre traditionnelle, et passer des filles au stup. Son parcours est symptomatique de la voyoucratie nantaise. Sur le quai de la Fosse, les bars de nuit ne sont plus dans l'ombre du milieu. Les affranchis, qui tiraient les ficelles, ont laissé la place aux petits commerçants locaux. Mais les nouveaux truands nantais ont rebondi. Comme ailleurs, ils sont aujourd'hui dans les quartiers, occupés à trafiquer cannabis et cocaïne.
La tradition est donc sauve et Nantes peut conserver son titre de capitale du Far West en régnant sur ses satellites Saint-Nazaire, Lorient et Brest.